Trembita, j'espère que je le prononce bien, il sera capable d'atteindre directement Moscou, selon The Economist. Ça a été un travail d'1 an et demi et maintenant, apparemment, on en dispose. On ne sait pas si on en dispose en nombre et surtout si on va, à partir de maintenant, viser Moscou et surtout pourquoi est-ce que, selon vous, c'est possible alors que, encore une fois, il y a peut-être des négociations qui sont en discussion actuellement ou qui s'apprêtent à avoir lieu. Est-ce que c'est vraiment prudent maintenant de lancer un missile sur Moscou ? Alors, l'élaboration de missiles à très longue portée par l'Ukraine, ça a été enclenché il y a extrêmement longtemps. C'est un projet très officiel, absolument pas dissimulé, militaro-industriel, une plateforme dédiée où il y a eu même des appels pour aller vite à idées au monde entier, aux ingénieurs du monde entier sur comment concevoir maintenant tout de suite avec les moyens du bord, les missiles, les drones d'attaque, déclinaisons, toutes les déclinaisons possibles et imaginables depuis des mois. Donc, in fine, oui, il y a forcément un missile, parce qu'il en était question, de ne plus avoir à dépendre, si je puis me permettre, des autorisations américaines concernant de gagner en autonomie stratégique. Donc ça, c'est un élément clé, y compris pour l'avenir de l'Ukraine, de ne plus jamais se retrouver dans des situations à avoir son avenir, son futur, ses enfants et ses villes à la solde, d'attendre ou non quelques congressmen. On comprend très bien pourquoi. Donc, mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Disons que l'Ukraine ne détruira pas Moscou, ne détruira pas des villes, ne s'attaquera pas aux civils. En revanche, si je puis me permettre, ça correspond aussi, il me semble qu'il y a un amiral de l'OTAN français de surcroît qui a expliqué avant-hier, me semble-t-il, dans la presse, que de toute façon, pour l'OTAN, il allait être question, à partir du moment chiffon rouge ou pas de la part d'Orichnik et du Kremlin, que en termes de défense, parce qu'il y a les systèmes de défense anti-aérienne nouvelle génération, parce qu'en fait, il y a le THAAD qui est capable d'arrêter ce missile, mais qu'il va falloir concevoir, en gros, nous aussi, des missiles de la trempe, alors, cette fois-ci, pas Potemkin, mais de vrais missiles capables de dissuader les velléités de la sorte du Kremlin. Et si je puis me permettre, parce que ce missile Oreshnik, il a aussi une fonction, il s'adresse aux opinions publiques en Europe, évidemment, en Occident, évidemment, mais il s'adresse aussi, il a pour mission aussi de faire peur aux Ukrainiens, de démoraliser, de terroriser les Ukrainiens, et de rappeler quand même qu'il y a tout ce qu'il y a autour Oreshnik qui est très spectaculaire, et c'est fait pour, mais de rappeler quand même que des missiles balistiques tirés sur les villes ukrainiennes qui comptent des millions de personnes, c'est un jour sur deux en Ukraine. Donc ça, de toute façon, il faut que l'Ukraine se défende, il faut qu'elle élabore, elle aussi, une façon de sa dissuasion, et ça en fait évidemment partie. Aurélien Duchesne. Et je précise que sur le plan technique, l'intérêt de missiles comme le Trembita ou même du Palyanitia, donc là ce serait une espèce d'hybride entre un drone et un missile. Je ne connais pas celui-ci. Mais... D'ailleurs, pour certains Ukrainiens, pour détecter les espions russes, leur font prononcer le mot Palanitia, parce qu'en ukrainien, ça se prononce différemment du russe. Mais bref. Les Russes n'arrivent pas à prononcer correctement à l'ukrainienne, d'où le nom. On fera le test ici en plateau, savoir s'il y a des espions. Et l'intérêt de ce type de missile, c'est surtout la charge utile, parce qu'en termes de portée, les Ukrainiens ont été capables d'atteindre Moscou, vu qu'on en parle, avec des drones de type Beaver. Ils ont été capables de frapper le Tatarstan à 1300 km de la frontière avec l'Ukraine, avec des raffineries là-bas, avec des Sokol 300. Donc, ils ont la maîtrise made in Ukraine de la portée de leurs drones. Sauf que les drones, évidemment, leur charge utile, c'est-à-dire la quantité d'explosifs qu'ils peuvent transporter, est plutôt réduite, ce qui manque aux Ukrainiens pour faire de la frappe à profondeur, on va dire, avec une pleine autonomie là-dessus. Ce sont des missiles capables d'emporter de grosses charges. C'est ça qui leur manque et qu'ils veulent absolument développer. C'est pas le cas, hein. Ouais. Non, oui, justement, Claudel. Dans le Trembita, d'abord, il va pas jusqu'à Moscou. Oui, c'est vrai. On dit que si, parce qu'il est basé sur, après c'est sur le militaire, mais on nous dit que ça se base sur une version allemande qui, elle, pouvait atteindre la distance de 200 km à 400 km/h, mais que cette version-là est, pimpée, de manière à ce qu'on puisse aller beaucoup plus loin. C'est un projet. Vous avez le RIM 2 qui, lui, peut-être est un missile balistique qui, lui, va peut-être atteindre Moscou avec possiblement des grosses charges. Mais ça, non, le véritable intérêt du Trembita, c'est qu'il coûte, d'ailleurs c'est marqué, $15 000. Pas cher, écoute, que dalle. Mais on voit d'ailleurs la photo, c'est pas sophistiqué du tout. C'est un V1.
C'est un V1 allemand de 1944. C'est exactement sensiblement la même chose. C'est sensiblement le même procédé. C'est vrai que ça fait pas très technologie de pointe. Non, on voit comme c'est ça. relativement lent, 400 km/h. C'est pas précis, c'est-à-dire qu'il faut enregistrer des données. En fait, c'est un peu l'équivalent du drone Shahed qu'utilisent les Russes contre les Ukrainiens. Donc, il faut préprogrammer le vol sur une grosse cible. C'est lent, ça fait énormément de bruit, c'est très chaud. Qui dit très chaud, c'est-à-dire que vous pouvez, avec un missile, un NAPAD notamment, qui va chercher la chaleur de l'objet à abattre, c'est relativement facile à flinguer. Non, l'intérêt majeur de ce système, c'est que vous pouvez en fabriquer des milliers. Ce que vous me dites, c'est que c'est pas révolutionnaire, mais on peut en faire des tas. Voilà, c'est ça. Et ça, en tapant à 170 km, 200 km, vous tapez sur l'arrière, sur le deuxième échelon de l'armée russe. Ça fait un peu le même boulot que les missiles Storm Shadow ou les missiles Scalp ou les Atacoms, à part que au lieu d'en avoir quelques dizaines, vous pouvez possiblement en avoir des milliers. Mais est-ce que c'est pas une manière avec une charge beaucoup plus réduite, hein, c'est 20 à 30 kg d'explos, hein, c'est pas énorme. Oui. Est-ce que, Alexandre Melnik, ce n'est pas une manière aussi pour l'Ukraine de dire, regardez, vous nous menacez avec Oreshnik, et c'est vrai que, encore une fois, ça peut faire peur. Et de l'autre côté, nous, on a la production en masse de ce petit missile qui, certes, encore une fois, est assez artisanal et pas hyper dangereux, mais qui peut être produit en masse. C'est exactement cela, parce que Zelensky disait qu'il y a finalement, il y a la garantie de sécurité, l'entrée de l'Ukraine à l'OTAN. Bon, cette possibilité s'éloigne. Et l'autre, c'est-à-dire soit développer, on en a parlé d'ailleurs il y a quelque temps, du nucléaire, même de la bombe nucléaire, qui pourrait être fabriquée par les Ukrainiens ou par les armes qu'ils peuvent produire en grande quantité, peut-être pas vraiment de qualité supérieure, qui peuvent s'inscrire dans ce que Vladimir Poutine appelait pendant sa ligne directe avec les Russes le duel de technologie. Vous vous souvenez de cette expression de Poutine quand il a dit, si vous voulez, qu'on peut faire un duel entre Oreshnik et vos armes de protection anti-aérienne. En utilisant une cible ukrainienne, voilà. Et on peut finalement choisir la cible par hasard, choisir Kiev. Et donc, il a prononcé ce mot duel. Oui. Et ce mot duel, d'ailleurs, il travaille l'inconscient des Russes parce que la notion de duel était extrêmement profonde. Par exemple, le 19e siècle, faut-il rappeler que le plus grand poète russe, après avoir combattu 29 duels, est tombé, enfin, a été tué par un Français, d'ailleurs, par le Dantès, en 1837. Donc, le mot duel, ça fait le buzz. Encore une référence au passé. Ça fait référence à l'histoire. Et aussi, Poutine, quand il prononce le mot Oreshnik, il invente quelque chose. Mais en russe, ce mot, ça attire les gens. Ça suscite une certaine curiosité. Donc, ces mots ne sont pas... Pourquoi ? Parce que ça veut dire noisetier, on est d'accord. Mais parce que c'est un mot nouveau. Et vous savez, comme sur les réseaux sociaux, il faut toujours choisir les mots qui font le buzz. C'est du référencement. Donc, voilà. Eh bien, le mot Oreshnik, ça fait le buzz. Et après, tu répètes ce mot-là, donc, etc. Et ça rentre progressivement dans les esprits des gens. Pareil, le mot duel. Et je suis certain que quand les autorités ukrainiennes aujourd'hui parlent de ces nouveaux missiles... Ils ont compris ce rapport au duel. Presque de façon subliminale, ils ont accepté cette proposition de Poutine d'affronter, enfin d'aller au duel technologique, au duel militaire avec le pays agresseur qui est la Russie.